passe. Il y a des prises d'essai et après ce sont les bonnes. Ah, superbe. Alors, c'est en route. Ah, superbe. C'est parti. Ouais, désolé. C'est parti. Bonjour Alex. Oui, oui, oui. Mais je me suis dit, il y a toujours des prises d'essai. Et puis après, la deuxième, la troisième, normalement, c'est la bonne. J'ai pas l'habitude d'utiliser les lives Instagram. En fait, j'avais pas vu. Enfin, je ne savais pas qu'il fallait vous rejoindre directement. Mais voilà. Ah, d'accord. Ben, c'est pas grave. Donc, il y a une première fois. C'est parfait. Comment ça va? Très bien, très bien. Et vous, merci. Merci d'être là. J'avais hâte. C'est un honneur pour moi de vous recevoir parce que je reconnais déjà dans votre art, que ce soit dans les arts martiaux, dans le coaching holistique, ça vient me parler moi personnellement de mon enfance, de ce que m'a apporté aussi mon père dans cette philosophie du chemin du milieu, le zen aussi. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de me rejoindre et de partager aussi votre savoir, tant professionnel que personnel, à ma communauté. Donc, merci beaucoup déjà pour le temps que vous prenez. Merci Gratitude. Alexandra pour l'espace de parole, pour l'invitation, pour le partage. J'apprécie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur... Je vais aller assez rapidement parce que je me suis dit, allez, 20 minutes, 30 minutes, c'est bien, comme tout va très vite aujourd'hui. Très bien. À quel moment tous vos arts ont commencé à converger ensemble, c'est-à-dire les arts martiaux, le préparateur physique, l'action, les films, et puis aussi cette transmission, que ce soit dans les retraites que vous proposez. À quel moment de votre vie, je ne sais pas si on peut parler d'âge, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Ouais. toute votre connaissance, Elle converge vers ouais, différents modes d'expression. ouais, Alors, il y a pas forcément un moment en particulier dans le sens où c'est un processus hein, bien sûr. qui n'a évidemment pas de finitude en soi, à part quand on partira de ce corps. On n'en est pas là encore. Mais je dirais qu'aux alentours de 18 ans, 19 ans, il y avait déjà cette convergence entre les arts martiaux et les débuts des pratiques méditatives. Mhm. Et puis le début de la transmission, quand je commençais à entraîner, j'ai commencé à entraîner surtout au niveau du corps. J'ai attendu quand même plus de temps avant d'avoir suffisamment de recul, d'expérience, de maturité dans les pratiques méditatives pour l'intégrer à la transmission. Mais on va dire, oui, aux alentours de la vingtaine, il y a eu cette convergence de entraîner, transmettre, les arts martiaux, la méditation, la partie préparation physique. Et puis, chemin faisant, j'ai entraîné pas mal d'artistes dans le milieu de la danse, du cinéma, de la scène. Et c'est là aussi où j'ai fait la rencontre, notamment d'une chorégraphe qui cherchait un artiste martial pour allier l'expression de la danse théâtre en l'occurrence, ce courant assez particulier, qui allie interprétation et évidemment danse sous différents styles. Et elle voulait allier cette expression artistique qui est la scène avec l'expression artistique martiale. Et donc on a commencé à travailler ensemble et c'est là en fait où je pense il y a eu cette voie où d'un côté il y avait la transmission et d'un autre côté l'interprétation, le travail, la performance. Mais je le percevais comme une voie intégrale dans le sens où il y a la recherche, la pratique, la transmission et éventuellement l'expression artistique de certains arts que sont les arts martiaux, la danse, le mouvement. Donc il y avait toujours à la fois une recherche dans le fait de s'entraîner évidemment et d'échanger Oui, avec les autres, et puis une recherche de ce que le corps peut produire aussi en termes de transmission dans l'art. Et après, ça a été évidemment un chemin qui s'est ouvert vers petit à petit les rencontres avec le cinéma, la cascade, les cascades physiques, donc on intègre aussi les arts martiaux pour le cinéma, etc.
Mais la ligne directrice, pour moi, le fil conducteur, ça a toujours été plus la transmission, le fait de transmettre, d'entraîner, d'accompagner. Donc j'ai adoré être sur scène et face à la caméra, mais j'ai toujours dédié plus de temps à avoir des élèves, à transmettre en coaching ou en retraite ou en stage. Voilà. Et l'enseignement, il est venu là ces dernières quelques années ou ça a toujours fait partie, dès que vous étiez sur scène, de toute manière, vous ne pouviez pas ne pas transmettre? Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard, se Alors, dégager? ça a toujours été là, en fait, très jeune justement. J'ai la chance d'avoir un père qui me met sur le tatami au dojo très jeune. Et je me rappelle, durant l'adolescence, d'avoir déjà l'impulsion de, de faire certains exercices à mes amis d'arts martiaux en l'occurrence. Donc il y avait toujours ce désir de transmettre. Après, dans ma famille, il y a plusieurs pédagogues. Ma mère était professeure, etc. Donc peut-être qu'il y avait une impulsion aussi de la pédagogie et d'être dans un vecteur de transmission. Donc j'ai tout de suite su que c'est quelque chose qui était important pour moi et j'ai fait toutes mes études dans ce sens, à l'INSEP en l'occurrence, qui est un lieu où il y a les sportifs de haut niveau, mais aussi des formations pour la préparation physique et autres disciplines. Donc, non, la transmission a toujours été là. Mais Mm. l'art est une forme de transmission en soi, évidemment. Bien évidemment. Oui, oui, oui. Et ce qui me passionne aussi, c'est votre jeune âge et cette capacité à manifester, alors intentionnellement ou inconsciemment, toutes les personnes sur votre chemin qui vont vous amener à vous exprimer. Est-ce que vous êtes conscient de ce pouvoir de manifestation ou inconsciemment, c'est juste par, on le sait très bien, par l'être-té, par la vibration, mais quand même, c'est assez impressionnant, toutes les réalisations, les collaborations, même que vous êtes toujours en train de faire, d'avoir. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? C'est une question intéressante. En fait, je pense que on le découvre petit à petit, on le découvre par plusieurs biais, on le découvre par l'expérience, on le découvre par certains enseignements. J'ai plongé assez jeune dans certaines lectures, que ce soit en philosophie, je me suis intéressé assez tôt à la métaphysique, à plusieurs livres, hein, on commence avec des manuels assez, on va dire, grand public comme Le pouvoir de l'intention, la vision créatrice, la visualisation créatrice, de chevet assez jeune. Donc je pense que cette intention, ce pouvoir de création, de manifestation que nous avons tous, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Donc il y avait d'une part cette reconnaissance de la capacité que nous avons tous de créer, de manifester ce que nous avons dans le cœur, ce que nous avons, ce qui nous est cher, ce que nous voulons voir émerger en ce monde. Et puis il y a eu aussi les rencontres, hein, la chance d'avoir aussi rencontré beaucoup de monde dans le milieu artistique, dans le milieu des affaires, dans les milieux créatifs d'ordre général et d'avoir eu des échanges très riches, euh, des, euh, des, des rencontres très inspirantes avec des ouvertures de champ très jeunes où des gens qui ont déjà eu beaucoup d'expérience te font gagner en fait beaucoup de temps aussi sur certaines choses. Donc c'est un peu l'ensemble de toutes ces choses-là, mais je dirais qu'instinctivement, il y avait toujours cette impulsion de se dire si tu es venu t'incarner, si tu es venu faire quelque chose ici-bas, il n'y a pas de limite, ça doit être fait. Donc c'est quelque part, je pourrais dire un peu une mission de vie, un contrat d'âme où on se dit bon, je suis là, quelle peut être ma contribution sur ce monde, quelles sont mes aptitudes, quelles sont mes facultés, qu'est-ce que j'aime faire, ça va avec, c'est le moteur même, cet amour, cette passion pour ce que l'on fait, cet art de vivre en somme. Et du coup, je me suis laissé porter, je me suis laissé guider par cette impulsion de sentir que cela devait être fait et que c'est quelque chose aussi qui te dépasse, qui est plus grand que toi. Tu dois le faire et ça passe à travers toi. C'est encore une fois hein, dans la. Enfin, je ne veux pas vous analyser maintenant de voir que dès le départ, vous avez permis votre expression d'être et d'être montré. Donc, il n'y a pas eu trop le temps de porter des masques, d'avoir un manque d'estime de soi. C'était tout de suite, vous étiez dans l'action en fait. À la fois d'incarner cet équilibre et d'être en action. Je ne me trompe pas. Hein.
Ou il y a eu des phases quand même Non, de… évidemment, il y a eu des phases comme tout le monde où on se rencontre, des phases où la sensibilité n'est pas forcément comprise, n'est pas forcément réalisée comme étant une force et une aptitude à avoir une perception intense et forte de la vie. Donc, il y a eu forcément, je pense, d'une forme d'hypersensibilité jeune, des moments difficiles, voire chaotiques, hein, notamment durant l'adolescence. Mais je pense que c'est comme chaque cheminement, comme chacun, on a nos parts d'ombre, on a nos moments délicats, on a nos épreuves, on a ce que l'on doit transcender qui finalement nous amène à avoir des réalisations, des ouvertures de champs, des prises de conscience. Donc forcément, toutes ces épreuves, pour moi, elles ont été, je veux dire, je les remercie, elles ont été comme tout à chacun une possibilité de s'éveiller. Comme dirait Marc Aurèle, comme disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. J'aime beaucoup cette phrase dans le stoïcisme où chaque phase intense, voire part de ténèbres que l'on peut confronter, c'est une Oui, réelle opportunité de s'élever, de s'éveiller. Après, il y avait peut-être la mentalité martiale d'embrasser les épreuves et d'aller vers une confrontation, mais une confrontation avec sagesse, aller vers un cheminement interne, justement faire un peu corps avec ces valeurs, ces préceptes martiales de la combativité, mais de la transposer hors du dojo, hors du tatami, face aux épreuves de nos vies. Donc je pense que ça a toujours été là. Et aussi ce devoir de vibrer assez haut, en tout cas d'être digne, jeune en l'occurrence, quand je commence à transmettre à l'âge de 18 ans, face à des grosses personnalités, à des grosses énergies, à des gros caractères. Donc on se doit d'être ancré, on se doit d'être stable pour bien être au cœur de la transmission. Après, évidemment, avec le temps, avec la vie, avec les recherches, forcément, en allant bien plus profond dans les états de conscience modifiés, dans la méditation et autres, on commence à regarder l'ego. Ah, il y a des travaux dans l'immeuble, désolé, c'est pas grave. je suis en train de refaire. J'espère que ça va. Je couperai le micro Oui, s'il y a oui, trop de bruit, mais bon, c'est juste des petits touches. parfait. Donc voilà, c'est des périodes. Je vous laisse rebondir, je coupe le micro pour Oui, pas oui, oui, bien briser les sûr. oreilles. Euh, oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est donc après dans ce cheminement, c'est les outils, en tout cas avec lesquels vous êtes plus à l'aise aujourd'hui et qui vous permettent de continuer à voir, d'amplifier ce regard interne et de continuer à transmettre votre savoir. Donc, est-ce que vous voulez parler des outils que vous utilisez, avec lesquels vraiment vous êtes en phase aujourd'hui et Bien sûr, peut-être ceux aussi que vous utilisez dans votre enseignement? bien sûr. Il y avait les… Je parlerai de voix finalement, Mhm, de voix VOIE, voire VOX, mais principalement, c'est vrai que les arts martiaux occupent toujours une place centrale, mais au sens intégral, c'est-à-dire l'esprit martial, la philosophie martiale, les arts martiaux internes, les arts martiaux externes, évidemment, avec les parties plus combatives, la conscience du corps, le mouvement. Donc évidemment, les arts martiaux occupent une place centrale, mais il y a eu la rencontre avec le yoga, il y a eu la rencontre avec la danse, évidemment. Donc le mouvement, le fait de passer par le corps comme vecteur d'éveil, comme vecteur d'élévation, quelque part. Donc le mouvement est très présent. Évidemment, il y a aussi tout ce background de préparateur physique. Donc on a un travail très poussé, très profond sur le corps. Donc ça, je dirais que c'est 50% des voies, des outils que j'utilise aujourd'hui. Et puis après, il y a la méditation qui occupe une part énorme, je dirais même, qui rayonne dans l'ensemble des pratiques, dans le sens où les pratiques de pleine conscience sont applicables justement à n'importe quel mouvement. Évidemment, si on utilise la danse ou les arts martiaux comme entraînement ou comme exercice de conscience, en fait, c'est un état méditatif, c'est un état de pleine conscience que l'on vient appliquer dans l'entraînement. Donc il y a ça, et la voie du souffle aussi, la respiration, c'est une part assez importante de ce que je transmets parce que elle permet le pont entre le corps et l'esprit, elle permet d'agir de manière profonde sur son état physiologique, sur son état mental aussi. Donc c'est aussi de trouver en fait le lien cohérent entre toutes ces voies, toutes ces pratiques que j'ai étudiées, que je continue d'étudier. On reste un élève et un étudiant à vie, évidemment. Hein, si on veut être quelqu'un qui transmet, il faut toujours se mettre à jour. Donc c'est aussi en fonction de la personne ou des personnes que j'accompagne, que ce soit tout type de profil ou même un athlète professionnel dans une préparation physique ou mentale, c'est
de voir dans tous ces outils, dans tous ces différents biais, ces différentes pratiques, qu'est-ce qui va correspondre le mieux à tel ou tel profil et comment est-ce que l'on va agencer tout cela. Oui. Mais le cœur, comme je le disais, ça va être beaucoup ce travail de conscience, ce travail de méditation, de présence, de pouvoir développer une lucidité, une capacité à investiguer sur soi, d'aller vers une transmission de l'autonomie de la pensée, permettre aux autres d'être le plus autonome possible, de surtout pas rentrer dans un formatage en disant ça c'est une méthode qui fonctionne et c'est ça et rien d'autre. C'est plutôt voilà, d'ouvrir des portes, d'éclairer une première marche et de permettre à chacun d'exprimer son potentiel. Et la méditation, est-ce que vous la faites de manière, on va dire, un peu statique ou elle peut être aussi en mouvement? Est-ce qu'elle est intégrée à autre chose euh, pour Alors vraiment elle peut qu'elle soit prendre complète? ouais, elle peut prendre les positions formelles, hein, c'est-à-dire finalement en tailleur, en lotus. J'ai passé pas mal de temps en Asie, aussi au Japon, dans les temples zen, etc. Donc c'est vrai qu'on voit aussi le tatami ici au dojo. Il y a vraiment cette influence de la méditation bouddhiste, en l'occurrence du zen ou du vipassana. Mais les méditations de pleine conscience, hein, méditation laïque comme la mindfulness, qui peut être évidemment, la posture formelle, l'assise est quelque chose de central, de très efficace, très puissant. On l'a remarqué depuis des millénaires maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transposer cette méditation au geste, au déplacement. Donc, on peut être dans la marche méditative, on peut être dans le tai chi, on peut être dans des mouvements, hein, de la danse intuitive, où finalement la méditation s'exerce par le geste. On a une pleine conscience de chaque geste et peut-être qu'au lieu de placer la respiration de manière centrale comme ce que l'on peut faire dans l'assise, on peut déplacer le prisme de perception vers le mouvement. Ça, c'est un exemple. Hein. J'utilise aussi Oui. maintenant ce qu'on appelle les lampes hypnagogiques. Ce sont des lampes avec de la lumière qui émet une certaine fréquence, qui agit sur des ondes et des fréquences cérébrales. Et là, on est également porté par les visuels. On est porté par les visuels de cette lampe. On peut aussi associer la respiration au travail de lampe. Il y a plein de biais finalement. Ça dépend en fait de chaque profil et ce qui va être la voie d'accès la plus pertinente pour telle ou telle personne. Et avec les lampes, est-ce qu'il y a aussi cette capacité à reprogrammer le subconscient? Est-ce que la personne dépose ses intentions ou alors vous êtes plutôt dans un espace où il y a une sorte de reset, quelque part que dans le moment présent, la personne, elle va retrouver son chemin. Il n'y a pas à déposer, il y a juste à revenir. Je dirais également ici que c'est aussi du cas par cas en fonction Hmm. du fonctionnement de chacun, aussi de la construction de la personnalité de chacun, et que quelque part, la manière la plus juste, la plus harmonieuse de permettre à chacun aussi de passer des caps, de poser des intentions nouvelles, d'acquérir un niveau de lucidité euh, pour pouvoir justement aligner peut-être ses intentions, ses émotions et ses demandes à la vie, à l'univers, si on veut prendre un peu cette image, c'est par une pratique régulière et encore une fois non stéréotypée de ce que serait la pleine conscience, la méditation, amenant un état de vacuité et, euh, et j'ai grande, comment dire, confiance en le fait que lorsque chacun d'entre nous trouve cet espace de vacuité, d'équanimité, atteint une forme de réceptivité et en même temps un état où il est beaucoup plus facile d'être lucide sur ses intentions, sur ce que l'on veut demander, sur ce que l'on veut voir se réaliser. Donc en ça, je dirais que s'en remettre à la méditation, s'en remettre à cette capacité que nous avons en nous d'atteindre cet espace de vacuité, cet espace de silence, cet espace où le champ finalement de notre créativité peut s'exprimer, eh bien c'est là que ça peut être des moments optimaux. Donc c'est ça aussi le paradoxe, c'est que lorsque l'on accompagne en méditation, on ne peut pas rentrer dans l'esprit des personnes que l'on accompagne. Donc on peut pas, en tout cas moi c'est pas mon domaine d'expertise, donc c'est plutôt permettre à chacun un espace de pratique, les guider et leur permettre de trouver de par eux-mêmes. Et après c'est à chacun d'être sa propre lumière en autonomie. Alors évidemment on s'inspire, on peut se transmettre des enseignements, des voies, etc. Mais on en revient un peu à cette idée de proposer des espaces qui permettent l'autonomie de chacun. Oui. Donc c'est pour ça où moi j'insiste vraiment sur cette pratique de la conscience, de réussir à être pleinement dans le souffle, à être pleinement dans le geste, à être pleinement dans l'instant,
à développer cette investigation sur soi-même, sur sa construction égotique, sur ses schémas limitants au quotidien. Donc peut-être que dans le dojo, il y a des moments plus intenses de pratique, mais l'idée c'est que lorsque l'on ressort du tatami, un peu comme avec les arts martiaux, on continue d'être cette personne qui incarne un art de vivre. Oui. Et c'est au milieu de la tempête, c'est au milieu du bruit, c'est au milieu de la confrontation, c'est au milieu de toutes les complexités de la vie que finalement la méditation doit et peut se faire intense. Et c'est là où on peut recontacter le travail formel pour pouvoir l'appliquer dans quelque chose de quotidien, quelque chose de nécessaire. Oui, c'est très intéressant parce il y a le développement du potentiel de la force, du muscle chez l'homme ou chez la femme, mais en même temps d'épouser la sérénité, d'épouser cette paix, ce moment présent qu'on incarne. Donc il y a et la force et à la fois le stillness, vraiment d'être dans un repos au maximum. Exactement. C'est très très beau. Et je voulais aussi que vous puissiez nous partager les insights, comme vous dites souvent, vraiment des découvertes grâce aux plantes médicinales qui font encore aujourd'hui partie des vecteurs qui vous accompagnent pour continuer cette expansion, cette découverte et cette unification avec tout, avec les gens avec lesquels vous êtes, avec cet environnement, à quel point elles vous ont appris et encore aujourd'hui, de quelle manière vous les placez dans votre quotidien ou voilà. C'est un vaste sujet, je vais tâcher Je d'être sais, concis, comme tous les autres sujets mais d'ailleurs. c'est très intéressant. Ouais. Les plantes médecines, c'est une grande rencontre. Ça doit faire une dizaine d'années maintenant que j'ai vécu ma première cérémonie avec certaines plantes. Le plus important, je pense que c'est pas. Alors évidemment, c'est intéressant de parler de soi, mais de manière beaucoup plus universelle, de manière beaucoup plus vaste. Ça a été une révélation telle sur la puissance que ces plantes, que ces merveilles de la nature ont en co-création avec nos esprits, avec le potentiel immense de nos esprits dont nous n'avons même pas justement la conscience. Et bien justement, la co-création entre ces plantes et nos esprits qui remonte à ce qu'avaient compris nos ancêtres dans beaucoup de cultures de par le monde. Lorsqu'il y a cette activation différente du cerveau, de la conscience, cette ouverture de champ infiniment vaste, eh bien on peut naviguer, on peut voyager dans une multitude de domaines. C'est-à-dire qu'on parlait d'insight et de prise de conscience, mais le travail quelque part avec ces plantes est infini. Alors certainement qu'au début, dans ce processus, il y a tout d'abord une guérison individuelle, une guérison personnelle, où on vient en conscience mettre de la lumière. On en revient à ce que l'on disait tout à l'heure sur l'ombre et la lumière, ces archétypes, ces images, mais on vient mettre de la lumière sur des zones d'ombre, des choses qui n'ont pas été vécues complètement, qui n'ont pas en tout cas été comprises depuis l'enfance. Ça remonte à nos premières années, ça va même, on peut même aller plonger jusqu'à des choses qui ont été vécues de par nos familles, qui nous transmettent, de par l'éducation, de par les traumatismes psycho-généalogiques qui passent d'un parent à l'autre. Donc on a tout un travail sur cet enfant intérieur, on a tout un travail sur ces blessures un peu originelles ou ces incompréhensions, et on vient mettre de la lumière petit à petit. Je recoupe le micro si vous voulez rebondir là-dessus. Non, mais ça va, ça va. Ça va, c'est pas trop gênant? Oui, c'est parfait. Et donc, je pense que de ce cheminement, il reste une multitude de choses à découvrir. C'est juste la base de commencer à se guérir. Il y a les frontières de l'ego qui se dissolvent. Pour moi, la première grande réalisation, ça a été de vivre ce que la plupart des personnes ayant médité quelque peu ou ayant pris ces médecines peuvent relater, c'est-à-dire ce sentiment d'unité totale, cette dissolution de la séparation entre nous en tant qu'individus, en tant que conscience individualisée, et le collectif et la globalité. Il n'y a plus de séparation entre le jeu et le tout. C'est-à-dire qu'on réalise par expérience directe cette unité fondamentale, ce qui nous unit tous dans cette force, dans cette
dans ce qu'est la vie, dans ce qu'on pourrait appeler le divin, on pourrait l'appeler la source, on pourrait l'appeler l'univers, on pourrait l'appeler la nature, peu importe les mots que l'on pose dessus. Mais c'est une expérimentation directe de la non-séparation, de la non-division, qui est, je pense, l'insight majeur et la base d'une forme de renaissance dans une vie où on ne se sent plus isolé du reste. Et ça, c'est une énorme transformation de perception, un changement de perspective extrêmement profond qui, je pense, après continue d'opérer, de cheminer en nous. Donc, si je devais résumer et synthétiser ce que pourrait être l'apport immense des plantes médecines, ça serait cette réalisation directe et profonde et durable de l'unité que nous avons tous les uns avec les autres et aussi avec toutes les autres formes de vie et avec tout ce qui compose l'univers finalement, parce qu'il n'y a aucune séparation. Oui. C'est une illusion fondamentale, on peut l'appeler Maya ou l'illusion du soi. Ça fait des millénaires que l'on en parle dans bien des enseignements. Et juste pour terminer avec les plantes médecines, j'en parle énormément parce que évidemment il faut le faire avec beaucoup de sérieux, avec les bonnes personnes. Ça reste illégal pour l'instant en France, donc avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de bienveillance. Et ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes vont être peut-être pas prêtes, ou n'ont pas l'appel, ou seront peut-être trop fragiles pour le faire à un certain moment donné. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays, les thérapies par les médecines psychédéliques reviennent au goût du jour et commencent à être remises en place pour la dépression, l'addiction, l'anorexie, donc avec des suivis médicaux très sérieux, très poussés, où on renoue avec ces sagesses ancestrales. Et évidemment, il y a encore toutes les personnes, tous les chamans, les pagés qui continuent de diffuser ce savoir, de servir les médecines et d'accompagner dans certaines régions du monde, comme en Amazonie par exemple, avec tout le savoir et la richesse de ces traditions multimillénaires. Donc c'est un soin à différents niveaux, hein, aussi bien corporel que mental que spirituel. C'est comme ça que souvent les plantes médecines sont décrites dans les traditions chamaniques. Et elles ont énormément à offrir à l'humanité. Tout comme la méditation, ce sont des voies qu'il faut, avec beaucoup de sérieux, continuer de soutenir, de partager et surtout de défendre, hein, au profit contre justement l'anéantissement de la conscience et tout ce qui, au contraire, détruit la conscience avec. Pas entrer dans ces débats-là maintenant, mais évidemment, il y a tout ce qu'on peut appeler médicaments. Et beaucoup de choses qui au contraire réduisent notre capacité d'utilisation de notre psyché et d'autres dimensions de nos corps. Alors que les plantes médecines, c'est plus permettre la libération de tout ce que nous avons en nous. Nous sommes ces êtres merveilleux dotés d'un potentiel immense. Oui. Et pour finir, vous mettez aussi en place de temps à autre des retraites. Est-ce qu'elles sont plutôt sur Paris ou ça peut être vraiment dans la France en général? De quelle manière aussi vous incorporez des séances de groupe et d'immersion totale? Est-ce que vous souhaitez en parler? Oui, bien sûr, avec joie. Alors, il y a plusieurs formats. Il y a ce dojo donc, qui est au cœur de Paris dans lequel je me consacre principalement au suivi en individuel, hein, avec mes élèves en suivi personnel, donc sur cette approche holistique, corps-esprit du travail. De temps à autre, je donne des ateliers ici en petit comité, hein, c'est pas un très grand espace, donc c'est au cœur de Paris, à Opéra, des ateliers justement autour de la méditation. Donc ça, c'est pour ce qui se passe à Paris. Je peux avoir des collaborations avec d'autres salles, avec d'autres enseignants aussi à Paris ou dans la région parisienne. Hein. J'ai plein de personnes dans mon entourage qui sont des excellents enseignants dans le yoga, dans les arts martiaux, dans la respiration. Donc régulièrement, on peut aussi collaborer sur des stages, des workshops en région parisienne. Et puis pour aller plus loin, j'aime évidemment être en pleine nature, dans des lieux où on peut être au contact des éléments, au contact du froid, l'altitude, de l'océan. Ça dépend du thème des stages. Mais donc plusieurs fois dans l'année, j'organise des retraites en pleine nature, en France ou en Europe, et même prochainement, j'imagine, hors de l'Europe. C'est en train d'être mis en place. Super. Est-ce que vous souhaitez parler aussi de vos futurs projets qui sont actuels, futurs, pour tout le monde? Avec joie, avec joie. Ouais. Important de partager.
Actuellement, je travaille aussi sur une série qui sera dans un premier temps destinée à YouTube, à la chaîne YouTube d'un grand magazine. Je peux pas encore donner le nom parce que pour l'instant c'est confidentiel, mais ça arrive très prochainement. Je pourrais en parler même ici même sur Instagram. Avec grand plaisir, oui. Donc c'est un magazine, un grand magazine qui vient de lancer en fait, qui m'a contacté pour lancer une nouvelle série sur le bien-être et la conscience. Et en fait, le format de cette série, c'est d'aller rencontrer différents experts de par le monde. Par exemple, si je prends l'exemple des premiers épisodes, il y a eu des rencontres avec les moines Shaolin, il y a eu des rencontres avec Wim Hof, avec des athlètes, avec des artistes, et on se retrouve pour partager justement différentes voies de sagesse, différentes pratiques, différentes connaissances, échanger avec ces experts, ces différentes visions et de le rendre accessible à tous en fait. Donc c'est de voyager, je vais voyager et rencontrer ces différentes personnes et d'avoir un condensé en un épisode, on a un mini documentaire quelque part, hein. Le format va durer une vingtaine de minutes, ça sera toute une série où on va pouvoir transmettre ces connaissances et les rendre accessibles à tous. C'est superbe. Donc ça amène une fois de plus une multipotentialité à votre art et d'être encore plus proche d'un grand public. Parce que j'imagine que la série, elle sera juste en français ou en anglais là. Du coup, vous avez… Elle sera en français, mais là, pour l'instant, plusieurs de mes rencontres sont des personnes qui ne parlent pas français. On est allé à l'étranger, donc c'est sous-titré. Mais pour rejoindre ce que vous dites, je pense que ce qui est important, et j'imagine que c'est quelque chose de similaire pour vous, c'est quel que soit le biais, quelle que soit la manière dont cela s'exprime, on doit étendre nos voix. Hein. Et c'est une nécessité forte que je ressens aujourd'hui d'étendre mes recherches, d'étendre le partage de ce que je fais. Alors évidemment, ça n'a rien de personnel, hein, c'est un message qui dépasse de loin l'homme, mais d'être simplement, entre guillemets, simplement dans un dojo ou dans des retraites avec des petits groupes de personnes, c'est merveilleux, mais j'ai envie d'extendre et de prendre part, en fait, de contribuer à plus large échelle. Et c'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'aller vers ce format de documentaire ou des conférences ou des choses comme ça pour étendre les messages, en fait. Là où on se rejoint tous. C'est une question d'élargir la voie et de s'unifier pour grandir ensemble. Tout à fait. Et c'est là où on rejoint aussi cette loi de l'unité. En fait, on a besoin des autres, on a besoin du nous pour revenir au je suis. Enfin, je suis, nous sommes, c'est essentiel, mais je vous comprends tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Steph. J'ai essayé d'être, de faire un petit live, mais c'est très condensé. Et puis, vous avez aussi d'autres collaborations, un podcast aussi qui est sorti sur les plantes là récemment. C'était superbe. Donc, bravo. Alexandra, merci à vous. Désolé pour le petit retard, hein, comme je vous disais. Tout est parfait. J'attendais une petite notification et bon, voilà, on a commencé un peu en retard. Mais en tout cas, merci pour cet espace d'expression, pour ce partage. C'était un plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Très bientôt, bonne journée. Gratitude. Au revoir. Au revoir.